Merci déjà d'avoir pu trouver un peu de temps pour pouvoir être avec nous ici aujourd'hui, pour que nous puissions échanger sur ce thème assez intéressant qui est les best practices du recouvrement. Donc, c'est un privilège pour nous que nous puissions échanger sur ce sujet. Et pour le faire, donc, nous allons rapidement, avant de dérouler le planning, donc je vais d'abord présenter ceux qui, avec moi, vont échanger sur le sujet, vont participer avec vous. Donc, Boutéine, s'il te plaît, Corinne, est-ce que tu peux passer à la slide sur les participants, s'il te plaît? OK. Donc, comme vous le voyez là, pour pouvoir discuter, échanger aujourd'hui, donc j'aurai à mes côtés mon collègue Aitam, qui est le responsable recouvrement et gestion des sinistres pour COFAS Maghreb. Nous aurons également Maître Motin, avocat au barreau du Cameroun, et Maître Ben Maklouf, avocat au barreau du Maroc, pour pouvoir nous accompagner sur le volet contentieux de la question. Bien entendu, moi, je suis Félicia Kassing, le responsable recouvrement et gestion de sinistres pour le Maghreb, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc, une fois de plus, merci d'avoir pris de votre temps pour que nous puissions échanger sur ce sujet. Donc, pour notre webinaire de ce jour, le planning se présente comme suit. Donc, je vais rapidement faire une petite introduction sur le sujet. Par la suite, mon collègue prendra la parole pour pouvoir nous parler du recouvrement amiable, les bonnes pratiques. Après, nous laisserons la place aux deux avocats pour pouvoir nous parler de la pratique du recouvrement contentieux, tant sur l'espace WECA, West and Central Africa, et sur l'espace Maghreb. Et puis, à la fin, nous clôturerons, nous finirons par vous présenter notre offre COFAS et après, nous passerons à la session de questions-réponses. Donc, comme je l'expliquais tantôt, ce webinaire s'inscrit dans le cadre des rencontres mensuelles que nous avions décidé de mettre en place depuis le début de cette année. Donc, en effet, depuis le début de cette année, nous avons des rendez-vous mensuels avec nos clients, partenaires et autres entreprises pour pouvoir discuter des sujets qui, pour nous, nous paraissent importants, fondamentaux pour pouvoir, et qui impactent le fonctionnement normal des entreprises. Et dans le mois dernier, pour ceux qui étaient avec nous, nous avons abordé le thème concernant les bonnes pratiques pour optimiser sa trésorerie. Donc, pour ce thème dont il y avait un élément focal sur lequel on a beaucoup échangé, notamment les tensions de trésorerie. Donc, et comme nous le savons tous, l'une des principales causes de tensions de trésorerie c'est dû au retard de paiement des factures par les clients. Paiement en retard des factures, le non-paiement dans les délais. Et si, en interne, nous ne sommes pas bien organisés pour pouvoir faire face à cela, bien sûr, l'impact sur le fonds de roulement ne se fait pas attendre et les entreprises en subissent un grand coup. Donc, il sera question pour nous aujourd'hui de pouvoir voir ensemble comment optimiser les actions que nous avons déjà en place pour ceux qui ont déjà ces actions en place pour pouvoir optimiser les performances de vos résultats et par conséquent améliorer notre tension de trésorerie, réduire la tension de trésorerie que nous pouvons avoir. Pour ceux qui n'ont pas encore mis en place un processus de recouvrement, comment est-ce que nous pouvons les accompagner? Donc, et pour cela, donc, je vous ai présenté les intervenants, Aitam qui va s'attarder sur le recouvrement amiable et puis les deux avocats qui vont nous accompagner sur le recouvrement, l'aspect contentieux du recouvrement. Donc, mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, je voudrais très rapidement revenir sur deux points qui me paraissent assez importants en ce qui concerne la gestion des impayés. Donc, en matière de gestion d'impayés, nous avons deux éléments importants qu'il faut d'emblée prendre en compte. Le temps et puis l'impact que peut avoir l'impayé sur la vie de l'entreprise. Donc, le temps, quand je parle du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand nos factures ne sont pas payées à temps, nous devons agir rapidement.
le temps joue contre nous. Donc, plus nous laissons le temps s'écouler, plus nos chances de recouvrement s'amenuisent avec le temps et on peut se retrouver dans une situation où la dette ne peut plus être, on ne peut plus avoir de résultats sur le recouvrement, sur les actions engagées. Donc, nous devons rapidement entreprendre les actions que nous avons déjà mis en place, si nous avons un processus interne. Donc, si nous n'avons pas de processus interne, voir comment est-ce qu'on peut se faire accompagner. Donc, il faut agir vite, car le temps joue contre nous. Donc, plus le temps passe, plus nos chances de pouvoir recouvrer notre créance s'amenuisent et on peut se retrouver dans des situations dramatiques. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est l'impact négatif de l'impayé sur la vie de l'entreprise, comme je le disais tantôt. Quand je parle de vie, je voudrais plutôt dire la survie de l'entreprise, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Plus on a des employés, plus c'est difficile pour une entreprise de pouvoir maintenir un niveau de fonctionnement normal. Donc, 25% des dépôts de bilan dans le monde aujourd'hui sont dus à des impayés. Donc, vous conviendrez avec moi que l'impact des retards de paiement et des impayés n'est plus à démontrer. Donc, plus nous avons des factures qui ne sont pas payées à temps, plus les débiteurs ne respectent pas les échéances, et moins nous sommes capables de pouvoir respecter nos engagements à court terme. Donc, c'est-à-dire notre BFR est négativement impacté. Donc, le chiffre d'affaires à réaliser pour compenser une facture impayée exige beaucoup d'efforts. Donc, si on a un impayé, je prends un simple exemple, si on a une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 5 000 € et qui fait une moyenne, et qui a Boutaïna, comment est-ce que je fais pour... les invitations là ne font que s'afficher sur mon écran. Désolée. Donc, je disais tout à l'heure que si nous prenons un exemple d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 5 000 € et qui a une marge bénéficiaire de 4%, donc pour qu'elle puisse rattraper le gap qui a été créé par l'impayé, elle devra bosser dur, c'est-à-dire réaliser un chiffre d'affaires d'environ 125 000 € supplémentaires pour pouvoir compenser le gap créé par cet impayé. Donc, d'où l'importance, comme je le disais tout à l'heure, d'agir rapidement, car le temps est très important dans le processus de recouvrement. Félicia, ton micro est coupé. J'espère qu'on a su. Ça vient de se couper ou bien c'est coupé depuis? Non, c'est bon, ça vient de se couper. Tu peux continuer. À quel niveau, s'il te plaît? Pour que je ne me répète pas. Bon, je peux revenir sur cette slide, il n'y a pas de problème. Non, non, non. On a tout entendu. Tu peux revenir juste sur l'effort à faire en cas d'impayé. Ok, d'accord. Donc, j'expliquais donc, quand nous avons des impayés, plus nous avons des échéances impayées, plus nous avons de la peine à pouvoir respecter nos engagements à court terme. Le BFR est impacté et le chiffre d'affaires à réaliser pour pouvoir compenser une facture non payée exige énormément d'efforts. Nous allons prendre un petit exemple pour pouvoir l'expliquer. Donc, pour une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 5 000 € et qui réalise une marge bénéficiaire d'environ 4%, pour pouvoir compenser l'impayé qu'elle subit, elle doit devoir faire 5 fois plus, c'est-à-dire environ 125 000 € supplémentaires pour pouvoir compenser l'impayé qu'elle a subi. Donc, vous voyez donc que la survie d'une entreprise dépend de la façon dont elle gère les impayés, le recouvrement de ses créances. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vais donc laisser la parole à Aïtam, qui va prendre la suite, qui va prendre le relais en revenant rapidement sur les fondamentaux du recouvrement amiable, les bonnes pratiques du recouvrement amiable. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Félicia. Donc, je remercie également votre présence et je remercie les organisateurs de cet événement ainsi que nos avocats participants à ce webinaire portant sur les bonnes pratiques du recouvrement. Donc, le recouvrement de créances, c'est un sujet qu'on retrouve dans tout le marché économique, peu importe le secteur.
Et à travers cette présentation, nous allons discuter des événements fondamentaux qui illustrent les bonnes pratiques à adopter face à des impayés. Comme vous le savez, le recouvrement de créances est une hantise pour toutes les entreprises, qu'elles soient des TPE, PME ou même des multinationales. C'est une problématique d'une extrême importance qui touche non seulement les entreprises sous toutes ses formes juridiques, mais aussi l'économie du pays et l'image du pays sur la scène nationale et internationale. Et ce, en termes de sécurité d'investissement, d'attractivité du pays, du classement Doing Business, etc. L'impayé est donc un phénomène fortement présent et il fait partie du cycle normal d'une entreprise. Donc, les raisons de l'impayé peuvent être multiples. Une société disant débitrice peut vous informer qu'elle n'a pas reçu la facture, par exemple. Et c'est pour cette raison que vous devez porter une attention particulière à vos obligations afin d'éviter de vous tenir comme responsable. Par contre, si la société débitrice évoque un problème de trésorerie, à ce moment-là, vous avez le droit d'exiger le paiement à travers les démarches de recouvrement que nous allons voir tout à l'heure. Il faut donc noter qu'il est tout à fait logique de faire face à des impayés qui auront un impact considérable sur votre trésorerie. Et pour la préserver, nous allons partager avec vous 2 conseils très importants pour anticiper cette problématique et pour vous aider à éviter ou à mieux gérer l'impayé survenu. Donc le premier conseil serait d'agir en amont. Il s'agit donc de l'optimisation du recouvrement de créances. Comme vous le voyez sur cette slide, et d'une manière très simple, c'est qu'avant toute nouvelle relation, vous allez devoir constituer un fonds de dossier administratif regroupant entre autres le registre de commerce, c'est-à-dire le modèle 7, et qui est l'équivalent du CADIS en France. Ce document vous permettra de constater si votre futur client est frappé de quelconque saisie conservatoire ou nantissement. Vous allez devoir aussi avoir les statuts de la société avec les délégations de pouvoir, et ce pour être sûr que la personne avec qui vous contractez bénéficie des habilités à cet effet. Aussi, vous pouvez avoir le bilan des 2 dernières années de la société pour évaluer sa situation financière, ainsi que tout autre document vous permettant de connaître la crédibilité de votre potentiel client. Nous savons pertinemment que la situation financière de la société peut changer d'un jour à l'autre. Ce qui est important de souligner donc, c'est que plus vous détenez une information plus ou moins certaine et récente sur votre client, moins vous risquez de faire face à des impayés. Il est bien entendu, vous pouvez demander à votre futur client de vous faire parvenir les documents que nous venons de citer, comme vous avez la possibilité de les obtenir auprès des administrations concernées, telles que l'OMPIC, les tribunaux de commerce, et même l'équivalent de ces administrations au niveau des autres pays. Donc, de plus que le dossier administratif préparé avant l'entrée en relation, vous devez constituer un fonds de dossier juridique qui vous permettra d'éviter tous les vices de fond et de forme, de matérialiser au maximum le lien juridique entre votre société et votre client, ainsi que d'augmenter vos chances de réussite au cas où vous devez déclencher une procédure judiciaire. Le fonds de dossier juridique doit bien sûr consolider toutes les pièces justificatives de votre créance, telles que le bon de commande établi par votre client, ce qui prouve la demande expresse de ce dernier, le bon de livraison dûment acheté par votre client, justifiant la réception effective de la marchandise ou bien l'accomplissement de la prestation de service convenue entre vous. Et à titre d'information, il est à noter que la signature du client est obligatoire et que le cachet ne peut y suppléer et est considéré comme non apposé selon l'article 426 du DAIR des obligations et des contrats. Il faut aussi avoir une facture claire et qui fait mention du numéro de bon de commande et du bon de livraison et qui permet de comprendre ce que vous facturez
et éventuellement ce qui vous reste à facturer. Donc, ce dossier juridique doit comporter aussi toutes les valeurs matérialisant la créance, que ce soit des effets d'échec ou autres, mais aussi toute correspondance envoyée et reçue dans le cadre de l'opération commerciale en question. Il faut dire que chaque élément manquant ou incomplet peut affaiblir considérablement votre position face à la réclamation de votre créance. Est-ce que tu peux passer? Merci. Donc, au moment de la concrétisation de l'opération commerciale entre vous et votre client, vous devez définir un cadre de vente clair au sujet de la facturation. Nous vous conseillons donc de demander un acompte au moment de la signature du devis. Ceci vous permettra de minimiser l'impact d'un éventuel impayé. Il faut aussi définir des paiements en plusieurs fois, ce qui vous aidera à conserver votre BFR, qui est le besoin de fonds de roulement. De prévoir également des intérêts de retard pour compenser les dommages causés du fait de l'impayé. Et enfin, de verrouiller votre contrat en termes de clauses protectrices, notamment la clause d'incontestabilité de la facture, si cette dernière est suffisamment claire et complète. Et comme nous l'avons évoqué préalablement, vous devez porter une attention particulière au respect de vos obligations, telles que l'envoi de la facture au client dans les délais contractuels, idéalement dans les 10 jours suivant la livraison. Il faut affecter les bons de livraison aux factures concernées. Il faut aussi suivre l'échéancier du client pour faire respecter le délai de paiement avec des relances amiables pour demander la préparation des règlements dans les délais prévus et surtout, la veille des annonces légales et judiciaires pour s'assurer que votre client poursuit toujours son activité et ne fait pas l'objet de redressement ou de liquidation judiciaire. Donc là, nous passons au deuxième conseil qui est d'agir efficacement en aval. Lorsque l'impayé survient, il est recommandé de procéder au recouvrement à l'amiable avant de passer au recouvrement judiciaire. Ceci vous permettra d'éviter toutes les complications de la procédure judiciaire, que ce soit en termes de coûts à engager, comme en termes de temps à consacrer. Donc, si vous optez pour le recouvrement à l'amiable, vous devez disposer d'une équipe dédiée au recouvrement afin que votre client ou débiteur comprenne que vous êtes passé à l'étape supérieure, au lieu qu'il soit contacté par le même service qui a participé à la contractualisation, ce qui ne vous donnera aucun avantage. Donc là, nous attirons votre attention à ce que plus le temps passe, plus les chances de récupération diminuent. Donc, il faut agir rapidement. Il faut commencer tout d'abord par arrêter les livraisons afin de ne pas aggraver le risque. Ensuite, il faut procéder aux relances téléphoniques approfondies afin de mieux comprendre la situation et de vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un litige. Puis, vous devez faire suivre vos relances téléphoniques par des courriers écrits, que ce soit par mail ou par voie postale. Cette démarche vous permettra de réclamer les intérêts de retard dans le cas où vous procédez à une action judiciaire. Il est aussi très utile d'effectuer des visites sur place pour négocier des plans de paiement en application des clauses de conciliation ou de médiation. Et en parallèle, vous devez effectuer des recherches patrimoine pour déterminer les chances de récupération judiciaire, le cas échéant. Enfin, il faudra envoyer des lettres de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, puis par l'huissier de justice, sommant le débiteur à régler sa créance dans le respect total du délai fixé par la mise en demeure. Toutefois, si le recouvrement à l'amiable n'aboutit pas, bien sûr, vous avez le droit de procéder au recouvrement judiciaire. Et à ce moment-là, vous allez devoir utiliser tout le fonds de dossier préparé préalablement et qui vous permettra d'éviter tous les vices de fond et de forme, puisque ce fonds de dossier regroupe toutes les pièces justificatives de la créance
comme nous l'avons cité bien avant. Et pour développer le recouvrement judiciaire, je passe la parole à Maître Ben Mkhlouf et vous souhaite une très bonne continuation pour la suite. Merci pour votre attention. Alors, Monsieur Ben Mkhlouf, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Le micro est à vous. Parfait. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Pour ce qui est de ma partie dans le cadre de ce webinaire, je vais commencer là où Haytham s'est arrêté, à savoir l'envoi de la mise en demeure par voie d'huissier. En effet, le transfert du dossier juridique au cabinet d'avocats et le démarrage de la procédure de recouvrement judiciaire commence par cette étape. Effectivement, nous, on reçoit dans un premier temps tous les éléments et les pièces constitutives du dossier. Je fais allusion au fond du dossier juridique qu'a évoqué Haytham tout à l'heure avec toutes les composantes qu'il a citées. Ça nous permet, nous, dans un premier temps, de vérifier et de calculer notamment le principal de la créance ainsi que ses accessoires sur la base des contrats, de ce qui figure sur le contrat, la facture, les bons de commandement de livraison. Et puis aussi faire une consultation au niveau du registre de commerce pour connaître le statut actuel de la société et voir si elle est passée en procédure de redressement judiciaire le cas échéant. Donc, concrètement, le cabinet d'avocats, il reçoit ces documents-là et on envoie la mise en demeure avec en tête d'avocat. Pourquoi? Pour acter la réticence du débiteur au cas où il ne s'exécute pas durant on va dire la période qui lui a été impartie pour pouvoir honorer ses engagements avant de passer à une action judiciaire. Donc, cette étape-là est indispensable parce que parmi les demandes qui peuvent être effectuées dans le cadre d'une action en justice sont les dommages-intérêts pour réticence injustifiée de la part du débiteur. Et pour pouvoir la prouver, la fonder et la justifier, nous nous basons sur la mise en demeure qui a été envoyée avec l'accusé de réception et qui est restée sans effet. Effectivement, quand on envoie cette mise en demeure et avant d'entamer l'action judiciaire, on se base bien entendu sur toutes les pièces qui ont été transmises pour déterminer la stratégie de recouvrement. La stratégie, elle diffère selon qu'on dispose d'une valeur ou d'un effet matérialisant la créance. Je cite à titre d'exemple une lettre de change ou un chèque, ou que l'on dispose uniquement d'un contrat, voire bon de commande, avec un justificatif de livraison ainsi qu'une facture. Donc, dans le premier cas, nous avons la possibilité de procéder à travers des procédures rapides et moins onéreuses. Et je fais allusion à la procédure d'injonction paiement, qui est une procédure non contradictoire, c'est-à-dire qui n'exige pas une mise en état préalable du dossier, des notifications, etc. Donc, c'est une simple requête qui est déposée auprès du président du tribunal compétent pour pouvoir obtenir une ordonnance qui ordonne le débiteur à s'acquitter de ses engagements financiers, en fait. Donc là, c'est dans le cadre d'une transaction qui a été matérialisée, comme on l'a dit, par une lettre de change ou un chèque. Donc, cette procédure, encore une fois, pourquoi elle est moins onéreuse? Parce qu'en termes de procédure, elle est moins lourde et ça exige moins de taxes et de frais. Et puis, même le calcul de la taxe judiciaire, il est forfaitaire, il n'est pas
on va dire, conditionné par le montant de la créance réclamée, comme c'est le cas dans le cadre d'une assignation, d'une assignation classique, au fond. Et donc, pour le cas de l'assignation au fond, on peut, à titre de comparaison avec la procédure d'injonction en paiement, on peut dire que c'est un peu plus long et plus coûteux. Pourquoi? Parce qu'il faudrait passer par toutes les étapes classiques, dépôt de la requête, fixation en audience, notification de la partie adverse et échange de conclusions, etc. Donc, ça peut même passer par ce qu'on appelle les mesures d'instruction, c'est-à-dire que le juge il peut demander, on va dire, avant de rendre son jugement, soit une enquête pour pouvoir mieux, on va dire, assimiler et comprendre les tenants et les aboutissants du dossier, voire même ordonner une expertise judiciaire, ce qui est souvent le cas en cas de contestation du montant réclamé par le débiteur. Donc, toutes ces procédures-là exigent un certain nombre d'étapes qui sont chronophages et qui n'arrangent pas forcément le créancier, donc qui est doublement pénalisé, une créance non recouverte et puis une latence et une lenteur dans la procédure qui est usuelle. Après, en fonction, ce que je peux rajouter par rapport à cela, c'est qu'en fonction du montant réclamé, il y a on va dire une compétence qui est répartie entre les tribunaux classiques et les tribunaux commerciaux. Ensuite, il y a bien entendu, il faut tenir compte du fait que les décisions rendues sont susceptibles d'appel. Il y a des délais d'appel qui diffèrent encore une fois en fonction du tribunal qui les a rendus. 15 jours devant les tribunaux de commerce et 30 jours à partir de la notification pour pouvoir interjeter appel. Donc cela encore vient s'ajouter à on va dire toutes les étapes antérieures permettant d'obtenir un titre exécutoire. Et par titre exécutoire, on fait référence à une décision de justice qui nous permet d'aller chercher la créance et l'exécuter face à un débiteur récalcitrant. Avant de passer aux mesures conservatoires ainsi qu'à la phase d'exécution, je voudrais évoquer également le cas où la transaction a été matérialisée par un chèque. Il y a aussi la possibilité en fait de procéder par voie pénale, c'est-à-dire le dépôt d'une plainte auprès du procureur du roi ici en tout cas devant le tribunal compétent marocain pour pouvoir demander la condamnation et faire des demandes en se constituant partie civile. Donc là encore, sur cette procédure, ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas coûteux, c'est pas très coûteux en termes de taxes judiciaires. Par ailleurs, ça peut prendre beaucoup de temps puisqu'on dépend de l'enquête préliminaire qui est menée par la police judiciaire. Donc, il faut être très vigilant sur ces procédures-là, il faut les suivre de près, il ne faut pas hésiter à relancer pour pouvoir obtenir le résultat escompté. L'avantage de cette procédure-là, c'est que ça a un effet dissuasif sur les débiteurs récalcitrants à partir du moment où ils sachent qu'ils encourent une peine privative de liberté. Donc ça, c'est en ce qui concerne la stratégie de la procédure de recouvrement adoptée, et encore une fois, en se basant sur les éléments du dossier dont on dispose et qui ont été transmis. En parallèle de cette action judiciaire, on recommande vivement de procéder par des mesures conservatoires, à initier en amont, bien entendu, voire au moment du dépôt de la requête ou de l'injonction en paiement, pour qu'on puisse préserver les droits du créancier et augmenter ses chances de recouvrement de la créance. Alors, principalement,
quand on est face à une société commerciale, donc on commence par une saisie conservatoire sur le fonds de commerce avec toutes ses composantes, à savoir les composantes matérielles et immatérielles. Cela implique une double opération, on va dire, de saisine qui se fait dans un premier temps auprès du registre de commerce en inscrivant la saisie conservatoire sur le modèle J qui est l'équivalent du CABIS en France pour pouvoir, on va dire, avertir tous les partenaires économiques et puis même les créanciers ultérieurs durant de l'inscription pour pouvoir obtenir règlement au cas où on serait obligé de passer à une vente forcée. Donc, on passe d'abord l'huissier de justice, au moment où il exécute une saisie conservatoire sur compte commerce, il passe d'abord au registre de commerce pour pouvoir inscrire l'ordonnance de saisine à hauteur des montants sollicités, c'est-à-dire on met un chiffre rang pour garantir le recouvrement du montant principal et ses accessoires, ainsi que les dépenses. Et en deuxième étape, il passe à l'adresse du siège social de la société débitrice pour pouvoir procéder à une saisie conservatoire sur ses biens mobiliers. Donc, il fait un recensement de ces biens-là, il dresse un procès-verbal et il désigne un gardien légal sur ces biens-là. C'est une mesure importante. Pourquoi? Parce qu'en cas de délapidation de ces biens-là, eh bien, le gardien légal qui a été nommé sur ce PV-là, il est pénalement responsable. Donc voilà pour ce qui est de la saisie conservatoire sur fonds de commerce avec toutes ses composantes. On peut éventuellement envisager pour certains cas une saisie conservatoire sur les biens immobiliers en consultant les administrations, à savoir la conservation foncière marocaine. C'est là où on peut obtenir l'information relative aux biens qui sont détenus par le débiteur, qu'il soit personne physique ou personne morale. Ensuite, il y a aussi une autre démarche, on va dire, conservatoire qu'on peut entamer, mais celle-là, elle est un peu plus en décalé par rapport aux deux précédentes, à savoir les saisies conservatoires sur fonds de commerce ainsi que sur les biens immobiliers. Il y a ce qu'on appelle les saisies arrêts entre les mains des tiers. Alors, pour ce qui est de cette procédure, je tiens à souligner qu'on ne peut le faire qu'à partir du moment où on obtient une décision de justice, soit une ordonnance d'injonction de paiement, soit un jugement rendu en première instance. C'est-à-dire que même si le jugement ou la décision ou l'ordonnance qui a été émise par le tribunal n'est pas définitive, on peut quand même procéder à une demande de saisie-arrêt entre les mains des tiers et on pense systématiquement aux banques. Pourquoi? Parce qu'on essaie de mettre davantage de pression sur le débiteur pour qu'il puisse s'exécuter en allant en tout cas préservant nos chances de recouvrement auprès de tiers qui sont susceptibles de détenir une partie du patrimoine du débiteur. Donc, on pense souvent aux banques et pour le faire, on va entamer cette démarche auprès des sièges pour que l'information soit diffusée à toutes les agences locales. Stratégiquement, c'est plus efficace, moins risqué parce qu'on peut très bien saisir un compte bancaire ouvert auprès d'une agence particulière et le lendemain ouvrir un autre auprès de la même agence. Donc, c'est pour ça que nous recommandons vivement de procéder à une saisie-arrêt auprès des sièges des banques. Comme ça, l'information est diffusée et on demande à ce que s'il y a un fonds déposé au nom de la société débitrice ou du débiteur personne physique ouvert dans n'importe quelle agence, qu'on mette la main dessus, qu'on lui interdise d'en disposer jusqu'à dénouement définitif de l'affaire
en cours devant la justice. Donc voilà, ça c'est pour les mesures qu'on entame dans on va dire en amont, avant avant le fait de disposer d'une décision de justice définitive. Ce que je voudrais rajouter dans cette partie-là, c'est que ce qui vient d'être évoqué n'est que la première partie du travail. Il y a encore une deuxième partie qui est aussi importante, qui est même la plus importante, c'est l'exécution. C'est-à-dire que après l'obtention d'un titre exécutoire définitif, on passe à l'exécution, c'est-à-dire tous les biens qui ont été saisis conservatoirement peuvent à ce moment-là faire l'objet d'une saisie-exécution et de vente forcée en parcourant un certain nombre d'étapes et de procédures, notamment par la désignation de date de mise en vente aux enchères publiques. Ça peut aussi passer par une expertise pour pouvoir évaluer le montant des biens saisis. Donc, tout cela fait partie des étapes indispensables pour pouvoir obtenir l'exécution. Et bien entendu, à n'importe quelle étape de ces procédures-là, on a vu que le débiteur récalcitrant, souvent quand il arrive à ces étapes finales, il opte pour le règlement amiable et il cherche soit à sauver son patrimoine saisi, soit à demander un réchelonnement ou un règlement partiel qui peut se faire en présence de l'avocat et de l'huissier de justice pour pouvoir assurer et garantir le suivi des engagements nouvellement pris par le débiteur. Donc, en tout cas, en restant toujours dans cette phase contentieuse, nous, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut rajouter par rapport à ce qui a été dit sur les procédures, c'est que effectivement, il y a un certain nombre de précautions à prendre et qu'on a pu déceler sur la base de la pratique, en tout cas, et des dossiers qu'on a pu voir sur le terrain, qui n'ont malheureusement pas pu aboutir pour diverses raisons. On recommande en tout cas vivement de garder le fond de dossier juridique à jour, c'est-à-dire que c'est bien de le constituer en amont selon l'ordre qui a été cité par Haytham tout à l'heure, mais c'est aussi important de le garder à jour en fait. Il faut bien connaître son débiteur, il faut bien connaître les partenaires commerciaux avec qui on opère. Souvent, il y a on va dire une interconnexion entre le juridique et le commercial, dans le sens où une grande commande est une bonne nouvelle pour l'entreprise, mais encore faut-il garantir et assurer les moyens pour pouvoir se faire payer. Donc, pour récapituler, on souligne le fait qu'il faudrait bien connaître et bien garder sous la loupe ces partenaires commerciaux pour voir un peu l'évolution de leurs affaires et de leur situation financière. Pour pouvoir le faire, je comprends que c'est un peu délicat on va dire, d'approcher le partenaire commercial qui peut mal le prendre, mais en tout cas, il y a des moyens beaucoup plus subtils. On recommande souvent de consulter des bases de données publiques comme celles qui ont été évoquées par Haytham tout à l'heure, notamment le registre de commerce et l'OMPIC. Mais il y a aussi récemment, en tout cas au Maroc, un site qui a été lancé par la Banque centrale qui s'appelle checkinfo.ma, qui permet à toute personne de vérifier les irrégularités du chèque qui a été donné à l'entreprise. Donc, c'est une opération qui ne prend pas beaucoup de temps et qui vient d'être lancée, en tout cas qui permet d'identifier à minima les chèques ayant fait l'objet d'opposition par leur propriétaire, parce que ça peut être problématique par la suite. Donc ça c'est des points qui peuvent aider les entreprises à pouvoir mieux connaître leurs partenaires, parce que malheureusement, dans la plupart des cas, les plus gros montants qu'on a dû à gérer dans le recouvrement ont été effectués à l'encontre de clients historiques
qui ont bien préparé leur fraude, qui ont bien préparé leur départ et qui n'ont pas pu sortir de leur engrenage. Et malheureusement, la victime, c'est le fournisseur, c'est le prestataire de service. Donc, à cela, je voudrais aussi rajouter le fait qu'il faut bien formaliser les relations contractuelles. Il y a bien entendu des activités réglementées qui exigent un certain nombre de formalismes, un certain nombre de mentions légales obligatoires. Donc, on recommande vivement, avant d'entamer une relation commerciale avec un client local sur un marché où on ne maîtrise pas les usages, les lois et les règlements, on recommande vivement de faire valider ou de faire revoir les contrats à signer localement par un conseil local pour pouvoir aider l'entreprise à mieux se protéger, à prévoir des clauses protectrices et à ces clauses-là, en fait, il n'y a rien de plus, on va dire, de plus protecteur que de prévoir tout ce qui est en mesure d'envisager le scénario de la rupture, c'est-à-dire ou le scénario du recouvrement tardif qui soit partiel au total. Donc, on pense souvent à la clause de retard de paiement, à la clause de résolution qui peut être mise en œuvre en cas de retard de paiement également et qui peut ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts. On pense aussi à la clause de force majeure et de livraison parce que ça aussi, ça peut faire l'objet de contestation par la partie débitrice pour évoquer le retard de livraison. Donc ça, là encore, il faut bien détailler cela dans le contrat ou dans les conditions générales qui peuvent être jointes ou annexées au bon de commande. Donc il y a aussi l'élément qui est très important, bien entendu, c'est le prix. Si c'est libellé en devise, il faut prévoir la manière de calculer, en tout cas le taux de conversion, éventuellement les taxes qui doivent être prises en compte. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont indispensables pour pouvoir augmenter les chances du recouvrement et de présenter un dossier qui peut avoir des chances de succès devant les tribunaux. Donc, et puis enfin, je voudrais terminer sur d'autres moyens pour garantir le recouvrement. Bien entendu, je fais allusion aux sûretés et aux garanties. Je ne vais pas trop m'attarder sur les garanties parce que bon, ça peut être aussi inclus dans les clauses contractuelles. Je pense notamment au fait d'exiger la solidarité avec une société mère, une société beaucoup plus solvable appartenant au groupe. On peut éventuellement penser à des garanties à première demande. Donc tout ça, ça peut rentrer dans la sphère contractuelle que nous venons d'évoquer en les considérant comme des clauses protectrices, mais il y a aussi le point relatif aux sûretés. Les sûretés, donc c'est prévu par la loi. Nous disposons au Maroc d'une loi qui vient d'être révisée en 2019, à savoir la loi 21-18 relative aux sûretés mobilières. Donc, les choses sont beaucoup plus claires, en tout cas en ce qui concerne la législation marocaine sur cet aspect-là. On a même prévu de nouvelles garanties ou de nouvelles sûretés mobilières, notamment la clause de réserve de propriété. Et ça, c'est très important dans la mesure où ça permet de faire sortir des marchandises, par exemple, qui ont été livrées, qui n'ont pas été payées, du patrimoine d'une entreprise qui entame ou qui fait l'objet d'une procédure collective, à savoir la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Donc, ça permet au moins de sauver une partie des meubles en pouvant réclamer la propriété des marchandises même livrées et qui n'ont pas été payées intégralement. Sur ce point-là, je voudrais juste rajouter qu'il faudrait faire en sorte de respecter la procédure d'inscription de cette réserve de propriété auprès du registre national qui est dédié à cet effet. Donc voilà pour ma part, en tout cas en ce qui concerne le recouvrement judiciaire dans notre pays, à savoir le Maroc.
Merci beaucoup, Monsieur Benkhlouf. On va laisser la parole à Monsieur Motin pour la partie Afrique de l'Ouest. À vous le micro, Monsieur Motin. Et puis, on laissera la session de questions-réponses pour la fin, pour ceux qui veulent poser des questions. Je suis écouté par tous. Je voudrais vous remercier d'être présent et faire la précision que j'interviens pour le recouvrement contentieux en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Parce qu'il est important de le dire. La législation qui est applicable ici, c'est la législation OHADA. Et comme vous devez certainement le savoir, l'OHADA regroupe en son sein tous les pays d'Afrique centrale et presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, soit au total 17 pays. C'est a priori donc une législation qui est applicable dans 17 pays. Alors, je voudrais intervenir en commençant par la phase conservatoire, étant entendu, bien évidemment, que à l'intérieur de l'entreprise, tout a été fait de façon amiable pour pouvoir récupérer le prix de la créance et que cela n'a pas été spontané. La phase conservatoire, donc, en droit OHADA, c'est la phase au cours de laquelle il faut comprendre qu'on met en route un ensemble de mesures de sauvegarde dont le but est d'éviter la disparition des actifs du patrimoine du débiteur. Et là, il faut distinguer, donc on est en phase de saisie conservatoire des biens meubles corporels ou alors en phase de saisie conservatoire des biens meubles incorporels, qu'on appelle encore les créances. Pour ce qui est des biens meubles corporels, on ne peut parvenir à la saisie conservatoire des biens meubles corporels que lorsqu'on rapporte la preuve dans la requête qu'on adresse au président de la juridiction compétente, que lorsqu'on rapporte la preuve que la créance est fondée dans son principe et qu'il y a de fortes présomptions que le débiteur vers lequel nous pourrons organiser son insolvabilité. Dès que nous avons rapporté cette preuve au moyen des documents et de notre requête, le président de la juridiction qui est saisi au Cameroun, c'est le président du tribunal de première instance, il prend une ordonnance qui permet de procéder donc à la saisie de tout bien meuble corporel appartenant au débiteur. Simplement, il faut noter que si vous avez cette ordonnance et que vous ne procédez pas à la saisie dans les 3 mois de la signature de l'ordonnance, elle devient caduque. Très, très important. De la même façon, il n'est pas superflu de relever que si le fondement de votre créance est un chèque, un bien à ordre ou un warrant, vous êtes dispensé de la requête auprès du président du tribunal. Qu'il s'agisse de la saisie conservatoire des biens meubles corporels ou qu'il s'agisse de la saisie conservatoire des créances. Vous procédez directement à la saisie conservatoire, naturellement, après vous être préalablement assuré qu'un protège faute de paiement a été établi. Naturellement, qu'on soit en phase de saisie conservatoire des biens meubles corporels ou de saisie conservatoire des créances, la personne entre les mains de qui la saisie est pratiquée est légalement constituée gardienne. Et on va donc l'appeler le tiers saisi, qu'il s'agisse des biens meubles corporels ou qu'il s'agisse des créances. Dans le cas des créances, c'est donc le banquier qui habituellement est constitué gardien, ou alors c'est le débiteur du débiteur entre les mains de qui la créance du débiteur a été saisie. Nous allons donc passer à la deuxième slide. Et pendant que nous sommes à la deuxième slide, il est important de rappeler que, étant donné que la saisie conservatoire, qu'elle soit des biens meubles corporels ou des biens meubles incorporels, étant donné qu'elle se passe en dehors de toute connaissance du débiteur, parce que le but c'est de le surprendre pour empêcher qu'il organise son insolvabilité, étant donné que ces deux phases-là se passent en dehors de lui, la loi fait obligation au créancier qui a saisi conservatoirement le bien
de porter à la connaissance du débiteur cette saisie dans les 8 jours. Si cette phase n'est pas respectée, le débiteur pourra, en phase de contestation, obtenir la main levée de l'ordonnance de saisie. Il était bon de le dire avant d'entrer dans la phase d'obtention du titre exécutoire. Il faut comprendre ici que 2 cas sont envisagés. Soit vous êtes déjà en possession d'une décision de justice du titre exécutoire, soit vous êtes dans la phase où vous devez rechercher à obtenir le titre exécutoire. Donc, la recherche du titre exécutoire, c'est tous les cas de figure dans lesquels le créancier a besoin d'être assisté par la contrainte judiciaire, par la force judiciaire, pour venir à bout du caractère de non-exécution volontaire que lui oppose son débiteur. Alors, il faut noter ici qu'on peut choisir une procédure, la procédure au fond ou la procédure rapide, c'est-à-dire la procédure sur requête. Et la procédure au fond est répartie entre 2 juridictions en fonction du montant de la demande. Lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 10 millions de francs en droit camerounais, la juridiction qui doit être saisie s'appelle le tribunal de première instance. Et 10 millions de francs, ça correspond bien à 15 267 €. Alors que si nous sommes au-delà de 10 millions, au-delà de 15 267 €, la juridiction qu'il faut saisir, c'est le tribunal de grande instance. Naturellement, ces tribunaux ont en leur sein une chambre commerciale. Cela suppose pour pouvoir saisir le tribunal que nous ayons déjà en amont tous les documents qui prouvent l'existence d'une relation contractuelle entre nous créanciers et le débiteur. Ça veut dire que nous devons avoir le contrat, le bordereau de livraison, le bon de commande, les factures, toutes les relances et tous les échanges que nous avons eus à propos de la créance à l'aider. Et il est important, et c'est ici que les services contentieux et les services de recouvrement des entreprises doivent être vigilants. Il est important de savoir que la prescription en matière d'OHADA est très courte. La plus grande est quinquennale, elle est de 5 ans. Il s'agit là de la prescription entre les commerçants, entre eux, ou entre un commerçant et les non-commerçants. Et il y a une prescription de 2 ans qui concerne toutes les ventes de marchandises. Ça veut dire que si en entreprise, nous n'avons pas ça à l'esprit, nous pouvons passer à côté d'un recouvrement simplement parce que nous n'avons pas respecté les délais. Donc, une fois que toutes les conditions ont été remplies, la saisie de la juridiction compétente doit donc se faire selon le cas, comme j'ai indiqué, soit par voie de requête pour obtenir une ordonnance d'injonction de payer, ou alors par assignation dans la majorité des cas. Et Maître Malouf l'a signalé tout à l'heure, lorsqu'on passe par assignation, les frais sont très régulièrement assez élevés parce qu'ils sont indexés sur le montant de la poursuite, alors que lorsqu'on passe par une requête, très souvent, à quelques nuances près, les montants sont très souvent fixes. Maintenant, au cas où nous avons un titre exécutoire, Corinne, l'existence d'un titre exécutoire. Donc, au lieu que nous nous mettions à rechercher une décision de justice, il peut arriver que nous avions déjà, il y a 2 années, obtenu contre un de nos débiteurs une décision de justice qui est passée en force exécutoire, qui est définitive. On va donc dire qu'on a avec nous une grosse. Malgré la grosse, nous nous évertuons de penser que le débiteur pouvait s'exécuter de façon naturelle. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Lorsque nous avons donc le titre exécutoire, la loi nous oblige, malgré tout, de relancer le débiteur par ce qu'on appelle un commandement. Puisque nous avons la grosse, nous avons le titre exécutoire. Nous commandons d'avoir à payer dans un délai de 8 jours la dette. Si le délai de 8 jours s'évanouit et que le paiement n'est pas intervenu,
nous procédons à ce qu'on appelle une saisie-attribution sur les comptes du débiteur. Ça veut dire que nous rendons indisponibles ces biens ou ces créances en vue de nous l'approprier. Lorsque passé un certain délai, notamment le délai d'1 mois, alors que nous avons saisi attribution les créances du débiteur et que celui-ci n'a pas contesté devant les juridictions, nous obtenons auprès du greffe du tribunal ce qu'on appelle un certificat de non-contestation. Et sur la base de ce certificat de non-contestation, nous allons auprès du débiteur de notre débiteur ou auprès de la banque, pour être trivial, et nous lui faisons signifier cette absence de contestation. Cette banque a l'obligation de nous transférer immédiatement les fonds qui appartiennent au débiteur. Si ce n'est pas la banque et que c'était une entreprise débitrice du débiteur, elle serait obligée, à la vue du certificat de non-contestation, de mettre à notre disposition le montant qui avait été rendu indisponible. Naturellement, dans la pratique, les choses ne se passent pas aussi facilement. Parce que quand vous avez un titre exécutoire contre un débiteur, il est à l'affût, il se dit que vous pouvez réagir à n'importe quel moment. Et lorsque vous passez directement à la phase de saisie-attribution, il peut également contester pour prendre beaucoup de temps et faire ce qu'on appelle le dilatoire. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On procède à une saisie conservatoire alors qu'on a le titre exécutoire. Et dès le lendemain, on convertit la saisie conservatoire en saisie-attribution. Le mérite de cette procédure, c'est qu'elle nous évite d'avoir à adresser au débiteur ce que j'ai appelé tout à l'heure le commandement. Parce que quand vous adressez au débiteur un commandement, alors que vous avez le titre exécutoire, vous lui donnez 8 jours. Dans les 8 jours, il a le temps d'organiser son insolvabilité. Il peut vider son compte. Il peut appeler tel débiteur à lui et rentrer en collusion avec lui pour qu'il annonce qu'il n'a pas de sous pour vous. Du coup, pour éviter cela, on passe d'abord à une saisie conservatoire et on la convertit en saisie-attribution. Il y a un autre mérite, c'est que lorsque vous avez fait une saisie conservatoire avant de procéder à la conversion, le délai de contestation est de 15 jours. Alors que lorsque vous passez à la saisie-attribution directement, le délai est d'1 mois. Vous voyez qu'on gagne dans cette stratégie-là en délai et on gagne également en procédure. Corinne? Très bien. Donc, autant qu'on soit en phase de saisie conservatoire et en phase de saisie-attribution, ou autant qu'on ait en main une décision de justice, le but dans tout contentieux, c'est de pouvoir recouvrer l'argent qui se retrouve en dehors de notre trésorerie. L'avocat sera toujours là pour accompagner les entreprises. Mais l'avocat, lui, ne pourra travailler véritablement que si, à la base, tous les éléments ont été réunis de façon à faciliter son travail. C'est pour ça que nous pensons, en sortant d'ici, qu'il est bon de faire des recommandations en disant que le bon recouvrement contentieux, c'est la bonne préparation du dossier en phase non contentieuse. Il s'agit par exemple, au moment où nous créons la relation contractuelle, de nous assurer que l'entreprise qui vient vers nous est effectivement immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier depuis un certain temps, que ce soit pas une entreprise ad hoc qui a été créée pour les besoins de la cause. Là, la traçabilité n'est pas évidente. Il faudrait que nous nous assurions que cette entreprise paye ses impôts, n'a pas de souci avec ses autres partenaires, mais il faudrait également que nous interrogions la moralité de ces dirigeants. Que les dirigeants ne soient pas sous le coup d'une faillite personnelle. Parce que comme vous devez également le savoir, l'acte uniforme OHADA a désormais interdit que les personnes qui font l'objet d'une faillite personnelle ne puissent être pendant un certain temps dirigeants d'entreprise. Il faudrait également, dans cette même veine, s'assurer que l'entreprise avec laquelle on va transiger est quand même propriétaire d'un certain nombre de biens, qu'ils soient immobiliers ou simplement des biens meubles
déjà des stocks qu'on pourrait nantir éventuellement. Donc, voilà, mes très chers amis, ce que nous pensions avoir préparé de façon globale. Vous convenez avec nous que dans le cadre d'un webinaire de 10 minutes, ce n'est pas évident de rentrer dans tous les liens, mais voilà de façon globale les axes sur lesquels nous pensions qu'il était important de vous entretenir. Naturellement, nous restons à la disposition pour apporter notre concours éventuellement. Nous vous remercions. Merci, Monsieur Motin. On laisse la parole à Félicien avant d'ouvrir la session de questions-réponses pour conclure. Merci, Boutéina. Donc, je reprends la parole effectivement ici pour revenir sur ce que nous vous offrons en termes de... Corinne, s'il te plaît, le slide sur... Donc, en attendant que le slide arrive, donc aujourd'hui plus que par le passé, nous sommes tous d'accord qu'avec la situation actuelle de ralentissement de l'économie liée au Covid-19, les acheteurs, les clients ont de plus en plus tendance à payer avec du retard, donc les délais de paiement s'allongent de plus en plus. Corinne, s'il te plaît, le slide. Donc, il est très important de pouvoir mettre en place un processus de recouvrement qui permettra de pouvoir entrer rapidement dans... Je pense que Corinne... Allô, Corinne? Je pense qu'elle a eu un souci de connexion, mais est-ce que tu as en tête les éléments ou tu veux que je projette? Ok, donc je vais projeter le dernier slide. Rapidement, je le mets en 1 seconde. Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec la situation actuelle liée au Covid, de plus en plus, les entreprises doivent faire face à des délais de paiement de plus en plus longs. Les acheteurs, les débiteurs payent avec de plus en plus de retard. Et pour cela, pour pouvoir sauvegarder, garder son entreprise à flot et la maintenir en activité, il est important que nous puissions, que les entreprises puissent avoir un allié de poids pour pouvoir les accompagner dans le processus de recouvrement. Que nous ayons un process interne ou une équipe interne de recouvrement ou pas, COFAS pourra travailler avec vous sans souci. Donc, pourquoi choisir donc COFAS comme un allié pour le recouvrement de vos créances? Tout simplement parce qu'en tant qu'acteur majeur de l'assurance crédit, aujourd'hui, nous connaissons la solvabilité des débiteurs. Nous savons comment ils se comportent sur la place et nous choisissons pour chaque cas des solutions adaptées pour chaque dossier qui nous est présenté. Donc, COFAS est un partenaire fiable et organisé. Nous avons une certaine expertise. Pourquoi une certaine expertise? Parce que nous gérons environ 6 000 dossiers de recouvrement par an. Donc, vous conviendrez avec nous que ça permet d'avoir une certaine visibilité, une certaine expérience et expertise dans la gestion des actions de recouvrement. Et pour notre zone, c'est-à-dire Maghreb et Ouéka, nous gérons plus de 500 dossiers, 500 à 600 dossiers par an, ce qui n'est pas des moindres. Nos taux de recouvrement sur les 12 derniers mois, nous avons une moyenne d'environ 58% de taux de recouvrement sur les créances de 12 mois, ce qui montre notre expertise à pouvoir travailler sur ce secteur et vous amener à nous faire confiance. Donc,
Le troisième point, nous avons une méthode amiable et intensive. Nous avons vu dès le départ que le temps jouait contre nous en matière de recouvrement. Donc, étant un acteur majeur de l'assurance crédit, déjà dans notre propre intérêt à nous, nous avons eu l'obligation de devoir mettre en place rapidement des process de recouvrement amiable pour pouvoir rapidement recouvrer les créances sur les sinistres qui étaient déclarés. Donc, ça veut dire aujourd'hui, nous avons une méthodologie, un process bien huilé qui nous permet de pouvoir je dirais, qui nous permet de pouvoir faire des recouvrements amiables de façon intensive, rapprochée, quel que soit le lieu de situation de votre débiteur. Nous pouvons faire du recouvrement parce que nous sommes présents dans plus de 100 pays physiquement et nous travaillons sur presque 200 pays. Donc, si vous avez des créances à l'international, ce n'est pas un problème parce que nous interagissons sur tous ces pays. Nous avons des personnes sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas Félicia Cassine qui ira faire du recouvrement au Maroc. Au Maroc, comme vous l'avez vu, nous avons Aïtam, que ce soit en France. Donc, nous avons des équipes dédiées sur place dans ces différents pays qui peuvent faire du recouvrement pour vous si vous avez des créanciers à l'étranger. Ce n'est pas un souci. Et à cela, donc, nous pouvons ajouter, au cas où le recouvrement amiable ne fonctionne pas, vous l'avez vu, on a eu maître les deux avocats qui nous ont accompagnés au courant de cet échange. Nous avons un réseau de partenaires de haut voltige donc, qui nous accompagnent si nous devons passer à la phase contentieuse du recouvrement. Et pour finir, donc, le plus intéressant, je pense, c'est la tarification. Donc, pourquoi notre tarification est assez attractive? Tout simplement parce que votre intérêt, c'est le nôtre. Ça veut dire, nous ne facturons que sur ce qui est effectivement recouvré. Donc, pas de recouvrement, pas de facturation. Et bien entendu, les taux en amont sont négociables. Donc, ça veut dire que nous pouvons nous asseoir et discuter du taux qui sera appliqué au contrat que nous signerons. C'est-à-dire, pour cette négociation, nous prenons en compte l'âge de la créance et bien sûr le montant. Donc, nous ne sommes pas figés en termes de tarification. Nous sommes ouverts. On peut négocier la tarification qui peut être appliquée. Donc, grosso modo, je dirais, faites donc le choix de l'efficacité en signant un partenariat avec COFAS et nous nous occuperons de votre recouvrement pendant que vous passerez du temps à faire ce qui est le plus important pour vous, c'est-à-dire le développement de votre entreprise. Merci. Donc, Bouteina. Merci Félicia, merci donc à tous nos intervenants. Maintenant, je vais ouvrir la session de questions-réponses. Je vois déjà qu'il y a des questions, des personnes qui lèvent la main. On a donc Sakina Arnamous. Je vous donne la parole si vous voulez bien désactiver votre micro pour poser votre question. Sakina Arnamous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Allô? Oui, on vous entend. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Je pense qu'il y a des problèmes de connexion. Alors, ma question, c'est à Maître Benmkhlouf. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, votre question, c'est pour Maître Benmkhlouf. Allez-y. Oui. Allô? Oui, on vous entend bien, Sakina, Madame Sakina. Donc, si vous voulez bien poser votre question. Maître Benmkhlouf, tout à l'heure, il a parlé d'une demande auprès de la conservation foncière en cas de contentieux. En cas de contentieux, mais d'après l'expérience au niveau c'est-à-dire au Maroc, c'est pas facile d'avoir cette information. Il faut avoir un numéro de titre foncier. Alors, c'est pas évident d'en avoir de chez le client. Donc, du coup, ça paraît très difficile d'avoir l'information
au niveau de la conservation foncière. Allô? Oui, on vous entend. Vous avez Oui, entendu répondre à ma votre question? question. C'est très très clair. Madame, je peux répondre? Oui, je vous Oui, bien entends. sûr, allez-y. Alors, bonjour Madame Sakina. Je vous remercie Bonjour. pour c'est une question très pertinente. En fait, souvent on est confronté à ces situations et nous, la procédure la plus efficace, c'est de faire une sommation interpellative. En fait, on présente une demande qu'on adresse au président du tribunal pour nous autoriser à envoyer un huissier de justice qui va se présenter devant la conservation foncière on va dire, dans la zone où le contractant est susceptible de détenir des biens, pour pouvoir l'interroger et lui demander de nous dresser la liste de tous les titres fonciers qui sont enregistrés soit au nom d'une personne physique en lui donnant son numéro de CIN, soit au nom de la personne morale en lui donnant le numéro de registre de commerce. Donc, bien entendu, il se peut qu'on ne dispose pas du numéro de titre foncier, mais il est très usuel, il est très fréquent d'avoir l'information en procédant par voie de sommation interpellative. D'accord. Merci, maître. Je vous en prie. Merci, maître. On a une deuxième question, donc je déroule, il y a pas mal de personnes qui lèvent la main. Alors, Mohamed El-Mouarif. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez, donc je tiens à vous remercier de la qualité de ce webinaire qui est venu, donc qui est bien programmé à point nommé, surtout pendant cette période de la pandémie où le recouvrement, ou plutôt les impayés, donc il y a des avalanches d'impayés dans le secteur, donc aussi bien bancaire que dans le secteur industriel et commercial. Ceci étant, j'ai 3 questions. La première question pour Madame Kofas. Je crois, c'est Madame Félicia. Je vous remercie pour la qualité, pour la clarté de votre présentation. J'ai une question par rapport à Kofas et Factoring. Est-ce que Kofas, au Maroc ou à l'international, il offre justement les 3 services qu'offre le Factoring, à savoir la gestion créance client, donc le recouvrement, aussi bien que la couverture en termes d'assurance et puis le financement. Donc, puisque effectivement au Maroc, nous avons le factoring ou la facturage, mais également il y a des créances cofacées. Donc, est-ce qu'actuellement au Maroc, je sais qu'il vient de s'installer COFAS, il y a une période, mais c'est très récemment. Donc, est-ce que vous offrez à un client qui veut externaliser ses créances, donc est-ce qu'il peut le faire au niveau de COFAS? Abstraction faite de l'assurance crédit. Je dis bien les autres services que vous assurez et le financement et le recouvrement, dans le sens où vous recouvrez les créances à bonne échéance, aussi bien que la couverture en termes d'assurance. C'est au niveau national et au niveau international à travers le forfaiting ou le factoring à l'international. Parce que là, il y a un besoin. J'estime que c'est la meilleure façon de ne pas recourir et de ne pas recourir à la justice, puisque je dirais c'est tout un marathon pour pouvoir recouvrer des créances. Il y a des procédures qu'il faut respecter. Par contre, le fait de le faire au préalable et en amont, donc, et en même temps obtenir aussi bien que le financement et en même temps céder d'une manière ferme et irrévocable et sans recours à la COFAS, est-ce que ce service, vous l'avez assuré ici au Maroc? Ça, la première question. Il y a une autre question un peu juridique. Par rapport, effectivement, les moyens de dissuasion, c'est, je dirais, des prénotations sur le fonds de commerce, ou plutôt la saisie sur fonds de commerce. Mais actuellement, certains clients qui sont animés de la mauvaise foi, on le dit, qui organisent leur insolvabilité, et n'ont pas réellement un fonds de commerce, mais ils ont une domiciliation de leur fonds de commerce, donc des fiduciaires.
Et là, est-ce qu'on peut pratiquer dans un fonds de commerce domicilié dans une fiduciaire ou dans un, je dirais, il y a des sociétés qui font pratiquement ce genre de domiciliation. Est-ce que le fait de saisir ce fonds de commerce, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il a la portée juridique qu'il faut par rapport à quelqu'un qui a un fonds de commerce en borne du port? Il y a une autre question par rapport à la réserve de propriété. Est-ce que le fait de faire un nantissement, un acte de nantissement sur marchandises, est-ce qu'il se substitue effectivement à la clause de réserve de propriété? Et je vous remercie. Merci pour ces trois questions assez pertinentes. Donc, pour les deux dernières, je vais laisser Maître Ben Makhlouf nous répondre sur ce sujet. Et sur la première question qui est relative à la facturage, au factoring, donc je pense que ce serait mieux de laisser nos experts vous répondre sur cette question au risque de me tromper sur certains aspects. Donc, je ne sais pas si Wally est là ou Fabienne. S'ils m'entendent, ce serait mieux s'ils pouvaient prendre la parole pour mieux vous expliquer ces services, comment est-ce que nous pourrions vous accompagner sur ce service sur le Maroc, en dehors du produit de l'assurance crédit, si j'ai bien compris. Donc, je pourrais parler. Fabienne, tu es là? Non. Bonjour, Félicia, je suis là. Oh, ok, merci Wally. Ok. Donc, je ne sais pas si tu as suivi la question. Non, bon. Donc, monsieur voulait savoir, sa question était celle de savoir si en dehors de, aujourd'hui sur le Maroc, nous faisons de la facturage, qui est un autre service différent du crédit assurance. Est-ce que sur ce service, est-ce que nous offrons ce service-là sur le Maroc en dehors du crédit assurance et comment est-ce que nous pouvons les assister sur ce service-là s'ils décident de vendre leur facture, si j'ai bien compris, sauf si je me trompe. Bon, je pense que sur le Maroc... Vous avez fidèlement repris ma question. C'est exactement ça. Ok. Je pense que le Maroc, c'est un marché qui est assez, en tout cas, plus développé que WECA par rapport au factoring. Mais COFAS directement n'offre pas de solution de facturage sur le Maroc. Bon, pas pour le moment. Je pense qu'il y a il y a des banques quand même que COFAS accompagne sur le marché marocain à travers l'assurance crédit. Donc, je pense qu'il y a BNCI qui fait ça. Mais COFAS, en tout cas, le modèle que nous faisons en Afrique de l'Ouest et centrale, on ne l'a pas encore appliqué au Maroc. Donc, mais je pense que ça fait partie des projets sur le moyen terme. OK. Merci Malik. Je ne sais pas s'il a répondu à votre préoccupation sur ce point-là. Non, c'est bon, c'est bien noté. Et effectivement, donc vous le faites ailleurs sur l'Afrique, mais pas donc dans votre stratégie actuelle. Donc vous projetez de lancer justement une offre packagée qui comprend et l'assurance aussi bien que le recouvrement et le financement. C'est bien noté. Je vous remercie. Mais seulement, il n'y a pas que la BMC qui fait le factoring. Oui. Les banques de la place, mais également, il y a deux sociétés de factoring au Maroc. Il y a Tijari Factoring et il y a BMC Factoring, Maroc Factoring, qui dépendent de la BMC. Et les autres banques, les grandes, aussi bien BCP, BMCI, SG, ils ont ce qu'on appelle un business unit au sein de la banque. Donc, mais ils offrent également le factoring domestique aussi bien que le factoring à l'international. Voilà, je vous remercie. Effectivement. Merci bien. Ok, merci. Donc, est-ce qu'on peut passer à la prochaine question ou Oui. Vous avez d'autres choses à ajouter? Alors, en fait, je voulais juste rebondir sur les deux autres questions posées par Si Mouarif. Bonjour, Si Mouarif. Alors, bonjour, maître. Alors, je vais commencer par la question relative au fonds de commerce.
effectivement, vous mettez le point sur une question assez problématique qu'on rencontre sur le terrain. Et donc, pour répondre, je vais répondre avec deux nuances, c'est-à-dire deux scénarios possibles. Si le registre, si l'extrait de registre de commerce, il mentionne le fait qu'il s'agit d'une domiciliation ou pas, parce que ça peut être domiciliation avec mention de domiciliation, comme ça peut être une domiciliation sans la mention de domiciliation. C'est-à-dire qu'on a deux entités qui ont la même adresse sociale, qui ont le même siège social, à savoir l'entité domiciliante et l'entité domiciliée. Et il se trouve souvent même qu'il s'agisse d'entités appartenant au même propriétaire, aux mêmes actionnaires. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait en tout cas en suivant le dossier d'exécution avec l'huissier de justice et avec le juge en charge des exécutions, c'est qu'on procède on procède à la saisie, c'est dans le cas où il n'y a pas la mention de domiciliation, c'est-à-dire qu'on a juste une société domiciliante qui a une adresse sociale X et une autre entité domiciliée qui a l'adresse exacte. Donc, l'huissier de justice, quand il se présente pour faire la saisie, on lui fournit une copie du modèle 7, l'équivalent du CABIS, c'est-à-dire qu'il se présente avec le modèle 7 avec l'adresse exacte. Il se présente, s'il trouve une autre entité qui va peut-être contester, on procède à la saisie quand même parce qu'on lui donne un titre, un document légal qui prouve, et qui doit être récent bien entendu, qui prouve que cette entité-là, elle est domiciliée à cette adresse-là. Il procède à la saisie conservatoire, il dresse la liste. Maintenant, si cette entité-là, elle revendique la propriété de ces biens mobiliers, elle peut s'adresser au tribunal pour solliciter la propriété, c'est-à-dire pour demander la main levée sur la saisie, après qu'elle soit inscrite, on va dire en défendant le fait que les biens saisis lui appartiennent. Mais pour pouvoir obtenir gain de cause dans ce cas-là, il faudrait qu'elle produise les factures et tout ce qui justifie le fait l'acquisition de ces biens ayant fait l'objet de la saisie qui sont listés et détaillés sur le PV du huissier de justice. Ça, c'est dans le premier cas. Dans le deuxième, où on a la mention domiciliation, il peut y avoir plus de difficultés. C'est-à-dire que la mention domiciliation, elle peut poser problème. Il y a des tribunaux où il y a des juges d'exécution qui vont dans le même sens que le scénario initial, qui autorisent la saisine quand bien même il y a une domiciliation, mais à condition que, en cas de contestation, que voilà, si on présente les factures, etc., la main levée, elle va être certainement accordée. Mais par contre, il y a d'autres juges d'exécution qui sont beaucoup plus réticents. À ce moment-là, nous sommes face à un vide juridique. Nous sommes dans l'attente du projet en tout cas de la finalisation et de l'adoption du projet de loi relative à la domiciliation qui pose vraiment problème en l'état actuel des choses, parce que la seule partie qui se trouve garantie par la domiciliation, c'est l'administration fiscale, parce qu'il y a il y a un article dans le Code général des impôts qui prévoit une forme de solidarité entre le domiciliant et l'entité domiciliée. Mais en dehors de l'administration fiscale, en l'état actuel des choses, et à défaut d'un texte de loi qui va réglementer l'activité de domiciliation, nous sommes face à on va dire une impasse juridique qui n'est pas encore véritablement tranchée. Donc ça, c'est pour la question relative au fonds de commerce. En ce qui concerne la deuxième question relative à la réserve de propriété versus l'antissement, donc comme vous l'avez bien mentionné, il s'agit de deux sûretés mobilières. Ce sont deux sûretés mobilières différentes qui sont prévues, qui ont été prévues par la nouvelle loi 21-18.
D'ailleurs, la réserve de propriété n'y figurait pas, elle ne faisait pas partie des sûretés mobilières légales qui étaient prévues, en tout cas dans le dispositif législatif marocain. Maintenant, elle y figure, elle fait partie de ces sûretés mobilières, et donc il faudrait bien entendu se référer à l'ordre des inscriptions. C'est pour ça que le législateur a bien prévu un registre national de ces sûretés mobilières et qui sont consultables, consultable au public pour qu'on puisse justement, avant d'accepter une sûreté, de bien vérifier sa pertinence. D'ailleurs, malheureusement, le temps qui nous a été imparti ne nous permettait pas de rentrer dans le détail, mais sur la partie sûreté mobilière, il faut faire attention au moment de leur acceptation ou de leur formalisation, de faire en sorte qu'il ne s'agisse pas de sûreté fragile, voire insuffisante. Donc, encore une fois, il faut se référer pour qu'une banque puisse le faire, bien entendu. Elle va procéder par les procédures d'enregistrement et d'inscription sur le registre national. Et au moment où on sollicitera, on consultera cette base de données, ben, on se rendra compte qu'il y a une réserve de propriété sur telle ou telle marchandise, et pour le coup, ça sortira du patrimoine du débiteur ou de la partie co-contractante, et ça devrait être pris en compte dans l'évaluation, en tout cas, de la sûreté qui est présentée par le client. Merci beaucoup, Maître Ben Makhlouf. Donc, on va juste, par contrainte de temps et par souci d'équité, on voudrait donner la parole donc à d'autres participants. On a monsieur ou madame Ait El Haj, si vous voulez bien prendre la parole et poser votre question. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous entend très bien. Bon, tout d'abord, donc, je vous remercie pour votre webinaire. Donc, c'est très enrichissant. Moi, je fais de la formation sur le recouvrement. C'est un sujet qui est de plus en plus demandé par les entreprises dernièrement, vu la crise, ce qui se passe dernièrement. D'accord? Moi, j'en ai. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous entend très bien. On vous entend. Donc, oui. Donc, moi, j'en ai deux observations et une question directe. Donc, la première chose qui est très importante lors des formations que j'anime sur le recouvrement, j'insiste sur deux choses. Un, une bonne organisation administrative. D'accord? Et la deuxième chose, le rôle de la personne qui est en relation avec le client, qui est très important. Donc, notamment le commercial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je ne suis pas d'accord avec M. Haytham sur une phrase ou une phrase qui m'a interpellé sur le recouvrement amiable, où il évoque le cas de huissier de justice ou mise en demeure. Moi, je pense qu'on voit une lettre de mise en demeure ou on voit une lettre avec huissier de justice avec un client, donc moi, je pense que ça du recouvrement précontentieux, mais c'est pas amiable. Parce que si on envoie huissier de justice ou une lettre de mise en demeure au client, moi, je pense que la relation, elle est à 80% et elle va être pas une bonne relation, mais le client, sûrement, on va le perdre. Donc, si on doit faire très attention à ces opérations parce que certains clients, peut-être ils sont de bonne foi, mais ils ont des difficultés. Mais il faut savoir gérer les situations. Mais il faut pas, moi je pense, il faut pas aussi se précipiter pour huissier de justice et tout ça, mais au cas par cas. Moi je pense que c'est pas du tout. Moi j'ai une question directe au responsable du COFAS au Maroc, parce que moi je pense qu'il y a trois entités ici au Maroc, donc je ne vais pas les citer sur l'eau qui font l'assurance crédit des clients. Est-ce que vous avez une étude sur le taux de couverture donc, des entreprises ici au Maroc? Combien vous assurez sur l'ensemble des entreprises au Maroc? Et on connaît un peu le paysage marocain qui est conçu principalement des petites et moyennes entreprises. Et vu le coût, moi je pense, et je sais un peu, je travaille dans ce métier,
Le coût, il est un peu, il est conséquent. Moi, je pense que c'est un coût qui est conséquent. Et est-ce que toutes les entreprises ont les moyens pour avoir ce service? Merci beaucoup. Allô? Allô? Et allô? Oui, Félicia, on t'entend. Oui, merci pour déjà sur les deux éclaircissements que vous avez tenu à apporter. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. La sommation par voie d'huissier, c'est déjà du précontentieux. Donc, mais bon, nous avons voulu juste regrouper tous ces éléments sur le même slide. Mais nous sommes tout à fait d'accord avec vous que c'est du précontentieux. Et bien entendu, quand on commence déjà à faire des actions de recouvrement par voie d'huissier, à faire des sommations par voie d'huissier, ça veut dire le dossier devient de plus en plus compliqué. Soit le débiteur peut être de bonne foi, comme vous l'avez dit, soit il ne veut tout simplement pas payer et nous pensons déjà à passer à un cap au-dessus. Donc, on est d'accord avec vous. Merci pour cette précision. Sur la question directe que vous avez, concernant la question directe que vous avez posée, ce serait bien si nous pouvions vous répondre en offre parce que nous n'avons pas toutes les données tout de suite là pour pouvoir vous répondre sur le taux de couverture parce que ce que vous voulez savoir, c'est le taux de couverture des petites et moyennes entreprises par COFAS. Sauf si je n'ai pas bien suivi votre question. Oui, par la COFAS et par toutes les entreprises. Moi, je pense, est-ce qu'on a des statistiques fiables sur les entreprises ici au Maroc? Par exemple, on a 100 000 entreprises ou un certain nombre d'entreprises. Combien entre elles, ils sont cette assurance au Maroc? Nous avons les statistiques concernant le taux de couverture de COFAS concernant notre activité propre à nous. Donc, maintenant, si vous souhaitez avoir cette information, je pense que nous pourrions après, par la suite, rediscuter de ce sujet-là. Mais rassurez-vous, nous avons toutes les statistiques concernant notre couverture sur l'activité de crédit assurance faite par COFAS spécifiquement. D'accord. Merci. Et concernant le deuxième point sur le taux qui est le coût, est-ce que toutes les entreprises, vu le coût qui est conséquent, est-ce que toutes les entreprises, et on connaît l'environnement marocain, donc il est constitué principalement à 80% des petites et moyennes entreprises, est-ce que toutes ces petites et moyennes entreprises, est-ce qu'ils figurent aussi parmi vos principaux clients? Parce que c'est un coût conséquent qui est très important. Oui, nous avons des produits adaptés. Donc, nous avons des clients premium qui sont des gros clients. Nous avons des clients moyens et puis nous avons des petits clients. Donc, nous avons des propositions de couverture qui sont adaptées à chaque couche de l'économie. D'accord, d'accord. Moi, je vous remercie. OK. Merci, exactement. Donc, il y a Idol Nibil qui veut aussi poser une question. À vous la parole. Donc, on prend la dernière question. Après, je vois qu'il y a aussi des questions par message. Et ne vous inquiétez pas, on vous contactera donc, pour avoir des entretiens en one-to-one donc avec chacune des personnes qui ont d'autres questions. Voilà, après webinaire, c'est juste par contrainte de temps. Donc, je vous donne la parole, Idol Nibil. OK. Bonjour à tous et merci pour ce intéressant webinaire. J'aurais quelques questions à l'endroit du brillant avocat qui a exposé sur la procédure contentieuse en Afrique centrale et de l'Ouest et une autre pour Félicia. OK. Je voudrais savoir, cher maître, lors de votre exposé, vous n'avez pas fait référence à la procédure d'obtention d'un titre exécutoire lorsqu'on a un chèque retourné impayé, la procédure du certificat de non-paiement. Est-ce une omission ou une volonté de ne pas parler d'une procédure qui s'applique uniquement en Afrique centrale et qui est contenue dans le règlement COBAC de 2016 relatif au système moyen incident de paiement? Ça, c'est la première. Et la deuxième, je voudrais savoir, vous qui êtes présent dans le contentieux lié au recouvrement, est-ce que vous jugez la législation OHADA efficace pour cette activité?
est-ce que vous conseillerez à un client de s'orienter systématiquement ou alors de s'orienter à un moment sur cette voie, quand on sait qu'au début de ce webinaire, Félicia a évoqué les contraintes de temps liées au recouvrement. Et à cela, moi, j'ajouterais des contraintes budgétaires aussi. Merci. Et pour Félicia, je voudrais savoir, il est revenu tout au long de ce webinaire, le besoin d'information, le besoin d'éléments d'identification d'informations ou de rattachement au client. Sur l'Afrique centrale et précisément au Cameroun, on a un souci sur des plateformes de renseignement, excepté à ma connaissance, celle du CNEF, qui est l'organisme qui supervise l'activité de crédit au Cameroun, et celle Fiscalis, qui est celle des impôts. Est-ce que vous pourriez nous recommander d'autres plateformes sur lesquelles on pourrait avoir des informations sur le client qui nous aiderait à une sorte d'aide à la décision? Merci. Donc, avant de laisser la parole à Maître, c'est mieux que je réponde rapidement à celle qui m'a été adressée directement. Donc, effectivement, concernant la documentation à fournir pour mieux connaître un débiteur, un acheteur, un client, comme Aitam l'a bien précisé, il y avait une tonne, il n'y a pas une tonne, il y a plusieurs documents qu'il faut demander à la personne avec qui ou à l'entreprise avec laquelle nous souhaitons entrer en contact. Il faut tout faire pour mieux connaître le partenaire avec lequel on souhaite travailler. Et il a cité des plateformes sur le Maghreb. Mais aujourd'hui, sur WECA, c'est-à-dire Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, nous sommes tout à fait d'accord qu'on a cette difficulté de pouvoir obtenir des informations. Mais la bonne nouvelle, c'est que peut-être vous ne le savez pas, COFAS offre ce service également. Nous avons un service d'information aussi, donc qui peut vous aider à la prise de décision. Donc COFAS a ce service pour l'Afrique centrale. Donc, si vous avez des besoins en information, donc vous pouvez contacter, et si vous êtes une entreprise, vous pouvez contacter COFAS. COFAS peut vous accompagner sur ce volet-là. Mais puisque nous sommes dans le cadre des conseils et tout, mais ce que je pourrais conseiller dans ce webinaire, c'est qu'au-delà du fait que nous n'ayons pas la possibilité de pouvoir accéder à des plateformes où nous pourrions collecter des informations viables. Je pense que le plus important, Aitam l'a souligné, c'est à l'entrée en relation avec le partenaire ou le client. Quand un client veut quelque chose, il est très ouvert à la discussion, donc c'est le moment où nous pouvons collecter le maximum d'informations que nous pouvons de ce dernier ou bien de cette entreprise. Donc, si nous ne le faisons pas à ce moment-là, rassurons-nous, ce sera très compliqué par la suite. Donc, quand nous souhaitons entrer en relation avec, cela s'applique pour les banques, cela s'applique pour les entreprises commerciales et industrielles, au moment de l'entrée en relation, de la création de la relation avec le partenaire ou le potentiel client, c'est le moment idoine pour pouvoir collecter les informations. Mais bien sûr, nous avons également, n'oublions pas, nous avons également sur place le registre de commerce. Et osons nous se l'avouer, nous n'aimons pas bien aller vers le registre de commerce par nous-mêmes pour collecter les informations, ne serait-ce que pour savoir si une entreprise est réellement inscrite au registre de commerce. Ça, c'est possible de le faire sur WECA. Donc, mais rassurez-vous, comme je vous l'ai dit, COFAS offre ce service donc, en complément d'informations pour pouvoir vous rassurer que ce que votre potentiel client vous a dit est juste. Vous pouvez vous rapprocher de COFAS si vous êtes une entreprise pour pouvoir bénéficier de ce service-là. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, merci Félicia. OK. Pour la première question, je laisse Maître revenir sur le sujet. Monsieur Motin. Oui. Et tout le monde m'écoute, j'espère. Oui, on vous entend. Très bien. Je voudrais dire merci à cet ami qui a posé la question, notamment sur le chèque. Il voulait savoir si c'est volontairement que j'ai occulté de rentrer dans le méandre ou si c'était un oubli. Non, c'est plutôt volontairement parce que le temps qui nous était imparti ne nous permettait pas de pouvoir rentrer dans tous les méandres. Et vous faites bien de le dire parce que le chèque
est particulièrement réglementé par la Convention CEMAC, le règlement CEMAC notamment. Et naturellement, l'acte uniforme OHADA n'en parle pas de façon précise. Mais dans notre législation, la législation propre au Cameroun, vous savez très bien que sur le plan pénal, le chèque est réglementé, il y a un régime juridique qui est précis. Lorsqu'il y a un chevauchement entre la loi interne et une loi de portée internationale, c'est la loi de portée internationale qui prime. Donc, notamment sur le règlement CEMAC qui passe. J'ai indiqué, si vous étiez vigilant, que lorsque vous avez un chèque qui est revenu impayé, vous puissiez le mettre en ordre de recouvrement en potentiel pour pouvoir vous servir de socle de décision de justice. Il faut que vous établissiez préalablement un protêt faute de paiement. Et le protêt faute de paiement lui-même ne doit être établi que dans un certain délai. Et lorsqu'on a établi le protêt faute de paiement, on doit payer de la banque un document qui s'appelle le certificat de non-paiement. Lorsqu'on a ce non-paiement, on s'en va au niveau du greffe de la juridiction compétente. Et en droit camerounais, le greffe concerné, quel que soit le montant du chèque, le greffe concerné, c'est le greffe du tribunal de grande instance. Le greffier en chef doit apposer la formule exécutoire sur le certificat de non-paiement, lequel, à partir de ce moment-là, acquiert une force exécutoire, acquiert la même force qu'une décision de justice et peut donc servir comme un titre exécutoire pour la saisie et l'attribution ou pour une quelconque autre procédure en vue du recouvrement. Mais il est important de le rappeler. La durée de validité du certificat de non-paiement qui a été revêtu de la formule exécutoire est limitée dans le temps, alors qu'une décision de justice reste au moins pendant 30 années. Lorsque vous avez apposé la formule exécutoire sur le certificat de non-apposition, vous devez en faire usage dans les 8 jours. Passer les 8 jours, c'est le règlement, c'est marqué le dit. Passer les 8 jours, ce titre exécutoire n'est plus valable. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de précision sur la réglementation CEMAC en ce qui concerne le certificat de non-apposition, en tout cas en ce qui concerne le chèque ou les autres effets de commerce qui n'ont pas pu connaître un paiement à échéance. Maintenant, vous m'avez demandé mon avis personnel relativement à l'OHADA. Est-ce que je pourrais conseiller cela aux opérateurs ou pas? La question ne se pose pas à ce sujet, puisque c'est la seule loi qui aujourd'hui, c'est le seul texte qui aujourd'hui régule les activités commerciales entre partenaires commerciaux dans l'espace OHADA. Je ne peux pas faire autrement que de conseiller ce texte aux opérateurs économiques. En cas de conflit entre un texte national et celui-là, c'est l'OHADA qui primera. Donc, sur le principe de conseiller ou pas, on n'a vraiment pas le choix, il faut s'y mettre. Maintenant, est-ce que je pense que la célérité qui était espérée au moment où intervenait l'OHADA, est-ce que cette célérité se matérialise sur le terrain? Je suis d'accord avec vous pour dire que je dois être modeste pour constater que les opérateurs, entre eux, exploitent les failles de ce texte pour gagner le temps, gagner du temps à l'infini. Or, la première vision d'une réglementation, c'est de pouvoir permettre le recouvrement, notamment une réglementation en matière commerciale, comme c'est le cas pour l'OHADA, c'est de pouvoir permettre le recouvrement dans les temps. Force est de constater sur le terrain que, usant de la même loi, du même texte au OHADA, on parvient à obtenir que les procédures qui auraient pu se régler très rapidement prennent un temps difficilement calculable. Mais il faut être aussi honnête vis-à-vis de nous-mêmes pour reconnaître que c'est parce que les personnes en charge de rendre la justice ne prennent pas définitivement leurs responsabilités en main. Parce que les situations dans lesquelles la loi a effectivement prévu que le rendu d'une décision doit se faire selon un certain délai. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas que pour l'OHADA. Regardons auprès de nous pour constater que dans beaucoup de cas,
les hommes qui animent la justice ne suivent pas toujours. Et malheureusement, les lois ne valent qu'en fonction des personnes qui les animent. Voilà, je ne sais pas si j'ai apporté quelques éléments d'éclairage aux préoccupations qui étaient les vôtres. Je pense que oui. En tout cas, merci beaucoup pour ces clarifications. Je pense qu'on va... Excusez-moi. On va boucler la webinaire, sauf si les intervenants ont un autre petit mot à dire. On ne vous entend pas, Monsieur Motin? Je pensais à quelqu'un qui veut parler. Mais en tout cas, merci à tous. On va boucler. On va aussi donc voir vos questions sur la discussion sur Microsoft Teams. Et on va de toute façon vous contacter par la suite pour vous répondre un par un. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste par manque de temps, mais on va reprendre contact avec vous. Merci à tous. Merci. À bientôt pour la prochaine webinaire le mois prochain. Merci à tous. Merci à tous pour cette présentation.